Étudier le droit du contentieux administratif consiste à étudier les règles de procédure qui s'appliquent pour la résolution des litiges qui impliquent l'administration, soit que ces litiges opposent un administré à des personnes publiques, ou bien qu'ils opposent des personnes publiques entre elles. En raison du dualisme juridictionnel, c'est en principe le juge administratif qui est compétent pour connaître de ces litiges. Cependant, l'état du droit n'est pas si simple. En effet, il existe des litiges qui intéressent l'administration et qui relèvent par exception de la compétence du juge judiciaire. En d'autres termes, le juge judiciaire est un juge de l'administration. Or, dans ces hypothèses, ce ne sont pas les règles du contentieux administratif qui vont s'appliquer, mais celles de la procédure civile. Il est donc indispensable de tracer la frontière entre la compétence du juge administratif et celle du juge judiciaire pour délimiter le champ d'application des règles du contentieux administratif. C'est ce que nous verrons dans un premier paragraphe. Nous envisagerons dans un second paragraphe le tribunal des conflits qui est chargé de résoudre les difficultés qui surviennent en raison de ce partage de compétences. Grand 1, donc, le partage de compétences entre juge administratif et juge judiciaire. Selon l'arrêt Association nationale de la meunerie rendu par le Conseil d'État en 1962 et en vertu également de la décision du 20 février 1987 du Conseil constitutionnel, c'est le législateur qui fixe les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 34 de la Constitution. Mais le législateur n'est pas le seul à intervenir. Si le pouvoir réglementaire, lui, ne peut pas modifier ces règles de compétence entre juge administratif et juge judiciaire, ces derniers, en revanche, vont intervenir assez largement pour déterminer le partage de compétences entre eux. Cette précision étant faite, il faut désormais préciser donc la frontière entre les attributions des deux ordres de juridiction. Affirmer que le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs à l'administration et le juge judiciaire compétent pour les litiges entre les personnes privées est une présentation bien trop schématique de la question. Il faut néanmoins reconnaître que le juge administratif est en principe compétent pour ces différends qui mettent en cause l'administration. D'ailleurs, une partie de sa compétence a été constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 janvier 1987 dénommée Conseil de la concurrence. Cette décision reconnaît l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel, à l'exception des matières qui relèvent par nature du juge judiciaire, l'annulation ou la réformation des décisions qui sont prises en application de prérogatives de puissance publique par les personnes publiques relève en dernier ressort de la compétence du juge administratif. Ainsi, une portion de la compétence de ce juge, qui correspond à son noyau essentiel, a acquis valeur constitutionnelle. Cependant, cela ne fait pas obstacle à l'existence d'une compétence du juge judiciaire à l'égard de certains litiges impliquant l'administration. Et cette compétence apparaît à deux niveaux. D'une part, au sein même de la compétence constitutionnalisée du juge administratif, et également au sein de sa compétence non constitutionnalisée. Grand A, la compétence du juge judiciaire au sein de la compétence constitutionnalisée du juge administratif. Le fait d'élever au rang constitutionnel une partie de la compétence du juge administratif implique en principe que cette compétence est hors de portée du législateur, qui ne peut donc pas y déroger. Cependant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 87, a aménagé des exceptions à ce principe, si bien que même parmi les litiges dont l'existence a été constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel, quelques-uns peuvent entrer dans la compétence du juge judiciaire. La décision de 87 envisage deux hypothèses. Premièrement, il existe des matières qui sont réservées par nature au juge judiciaire.
On peut en citer 3. C'est d'abord le cas des décisions de l'administration qui sont relatives à l'état civil et à la capacité des personnes. C'est également le cas de certains litiges qui mettent en cause la liberté individuelle ou le droit de propriété. On voit ici donc apparaître la notion de voie de fait, qui a été redéfinie d'ailleurs par le tribunal des conflits dans un arrêt de 2013, l'arrêt Bergoent. Et c'est également le cas de la contestation des décisions qui sont prises par l'administration à propos de soins psychiatriques sans consentement, qui relèvent du juge judiciaire en vertu du Code de la santé publique. Et troisième hypothèse de matière réservée par nature au juge judiciaire, ce sont les décisions relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire qui ont été confiées à ce juge par un arrêt du tribunal des conflits, préfet de la Guyane, rendu en 1952. Ainsi, dans ces matières, même si le recours vise à annuler ou à réformer les actes de l'administration, c'est bien le juge judiciaire qui est compétent. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a également autorisé le législateur à apporter des dérogations à la compétence constitutionnalisée du juge administratif pour créer des blocs de compétences au profit du juge judiciaire dans un souci de bonne administration de la justice. C'est d'ailleurs sur ce fondement que dans la décision de 87, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi qui lui était soumise et qui confiait au juge judiciaire les décisions, le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, ne méconnaissait pas le principe qu'il venait de dégager. En effet, il a considéré que cette loi tendait à unifier au profit du juge judiciaire l'ensemble du contentieux de la concurrence qui est déjà largement aux mains du juge civil, pénal et du juge commercial. Grand B, la compétence du juge judiciaire au sein de la compétence non constitutionnalisée du juge administratif. Dès lors que le principe fondamental reconnu par les lois de la République ne couvre qu'une partie de la compétence du juge administratif, il en résulte que de nombreux autres pans du contentieux restent en dehors de la constitutionnalisation. On peut par exemple citer le contentieux de la responsabilité de l'administration, le contentieux contractuel ou encore le contentieux des actes administratifs par voie d'exception. Par conséquent, le juge ou le législateur peuvent décider de confier certains litiges qui relèvent de ces domaines au juge judiciaire. En matière de responsabilité de l'administration, par exemple, différentes lois ont confié au juge judiciaire certains régimes spécifiques de responsabilité impliquant l'administration. C'est le cas d'une loi du 5 avril 1937 concernant la responsabilité contre l'État du fait des enseignants. Et cette règle de compétence figure aujourd'hui à l'article L 911-4 du Code de l'éducation. La loi du 31 décembre 1957 prévoit quant à elle que les juges judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en responsabilité concernant des dommages résultant de véhicules, y compris donc les véhicules administratifs. En matière contractuelle, ensuite, le juge judiciaire, on le sait, est compétent pour les contrats de droit privé conclus par l'administration. Enfin, concernant le contentieux des actes administratifs par voie d'exception, le tribunal des conflits oblige en principe le juge judiciaire à poser une question préjudicielle au juge administratif lorsque le litige qui lui est soumis pose de manière incidente une question de légalité d'un acte administratif. Et cette obligation résulte de l'arrêt 7 fonds de 1923. Il faut souligner d'ailleurs que depuis le décret du 27 février 2015, c'est à la juridiction judiciaire de transmettre à l'autre ordre la question préjudicielle et non plus aux parties. Il n'en demeure pas moins que ce mécanisme de question préjudicielle est source de complexification et de lenteur. C'est pourquoi il a été assoupli pour faire pénétrer le juge judiciaire dans le contrôle par voie d'exception de la légalité des actes administratifs.
Ainsi, grâce au tribunal des conflits puis au législateur, le juge pénal est compétent pour apprécier lui-même la légalité d'un acte administratif par voie d'exception. En ce qui concerne le juge civil, il s'est vu reconnaître récemment cette possibilité dans 2 cas précis qui ont été identifiés par le tribunal des conflits en 2011 dans l'arrêt SCEA du Chéneau. Ces 2 hypothèses sont les suivantes. Soit la contestation peut manifestement être accueillie par le juge judiciaire au vu d'une jurisprudence établie, soit la contestation porte sur la conformité d'un acte administratif par rapport aux droits de l'Union européenne. En conclusion, on s'aperçoit que la compétence du juge judiciaire à l'égard de l'administration est loin d'être marginale. On peut d'ailleurs, aux exemples que l'on a déjà cités, encore ajouter la compétence du juge judiciaire à l'égard du contentieux des SPIC, ou encore le contentieux de la gestion du domaine privé des personnes publiques. Tout ceci montre en tous les cas qu'il est parfois difficile de tracer cette frontière et que des difficultés peuvent survenir concernant le partage de compétences. Il est donc nécessaire d'avoir un organe qui va être chargé de résoudre les conflits de compétences qui sont susceptibles de se poser, et ce afin d'avoir un fonctionnement harmonieux du dualisme juridictionnel. Grand 2 donc, le tribunal des conflits, régulateur du partage de compétences entre les 2 ordres juridictionnels. Le tribunal des conflits a été créé en 1849 pour la première fois sous la Seconde République, lorsque le Conseil d'État s'est vu reconnaître de manière éphémère la justice déléguée. Mais il fut supprimé dès l'avènement du Second Empire. Au début de la Troisième République, la loi du 24 mai 1872 restaure la justice déléguée au profit du Conseil d'État et rétablit définitivement le tribunal des conflits. Cette institution mixte et paritaire est composée de 4 conseillers d'État, élus pour 3 ans par l'Assemblée générale du Conseil d'État, et de 4 conseillers de la Cour de cassation, élus pour la même durée, par les magistrats du siège, hors hiérarchie de la Cour de cassation. Sont également élus 2 rapporteurs publics issus du Conseil d'État et 2 membres du parquet général de la Cour de cassation, afin qu'ils exercent les fonctions de commissaire du gouvernement, désormais dénommé rapporteur public, auprès du tribunal des conflits. En effet, ce tribunal a été réformé par une loi du 16 février 2015, complétée par un décret du 27 février 2015, notamment afin de renforcer l'indépendance de cette institution par rapport au pouvoir exécutif. Jusqu'à cette date, il faut savoir qu'effectivement la présidence de cette juridiction appartenait en droit au ministre de la Justice. Dans les faits, elle était assurée par le vice-président du tribunal des conflits, qui était élu parmi les membres du tribunal, et le ministre de la Justice n'avait vocation à siéger au sein du tribunal qu'en cas de partage des voix. L'hypothèse était rare en pratique, puisque sur 140 ans, 11 cas seulement peuvent être dénombrés, et le dernier cas date de 1997. Néanmoins, cette présence du garde des Sceaux était contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité. C'est pourquoi la réforme de 2015 a supprimé cette présidence du garde des Sceaux. Désormais, le tribunal des conflits est présidé par l'un des membres du tribunal qui est élu parmi les membres. Actuellement, c'est M. Yves Monand, conseiller de la Cour de cassation, qui est président de cette institution. Mais le législateur ne lui a pas donné voix prépondérante et il a préféré aménager une procédure spécifique en cas de partage des voix. Dans une telle situation, en effet, une seconde délibération ayant pour objectif de permettre une évolution des opinions doit être organisée. Si toutefois le partage des voix persiste, il est prévu que l'affaire est soumise à une formation élargie de 12 membres, 12 membres, à savoir les 8 juges ordinaires du tribunal des conflits, auxquels s'ajoutent 4 autres membres, 2 issus du Conseil d'État
et 2 issus de la Cour de cassation, qui sont élus au même moment que les juges ordinaires. La composition de cette formation élargie reste donc paritaire, si bien que théoriquement, un partage des voix peut encore exister à ce stade. Cependant, le fait que cette nouvelle formation doit se prononcer après une nouvelle audience et donc après de nouveaux débats, et également la vertu des juges qui auront le souci de ne pas aboutir à un déni de justice, autorise à penser que les juges s'efforceront donc de dégager une majorité dans le cadre de cette formation élargie pour mettre fin à la situation de blocage. Venons-en maintenant à la saisine du tribunal des conflits. Depuis sa création, il est saisi de conflits, de compétences entre les 2 ordres de juridiction et il en existe 2 types. Le premier, c'est ce qu'on appelle le conflit positif, qui intervient lorsque le préfet conteste par un déclinatoire de compétences la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige qui lui a été soumis. Si ce juge confirme sa compétence, le préfet peut prendre un arrêté de conflit qui a pour objet de saisir le tribunal des conflits. Il faut souligner que cette procédure est asymétrique puisqu'elle n'a pas d'équivalent lorsque c'est le juge administratif qui est saisi d'un litige. C'est-à-dire que l'on ne peut pas contester la compétence du juge administratif au profit de celle du juge judiciaire et de saisir donc le tribunal des conflits à cet effet. Le deuxième conflit, c'est le conflit négatif, qui survient, lui, lorsque le juge administratif et le juge judiciaire se sont déclarés successivement incompétents sur un même litige. Dans ce cas, le tribunal des conflits peut être saisi par les parties. Cette hypothèse se rencontre néanmoins très rarement, puisque plusieurs réformes sont intervenues pour éviter ce type de conflit négatif. En effet, un décret du 25 juillet 1960 a empêché que le juge administratif et le juge judiciaire puissent se déclarer successivement incompétents. Il a en effet été prévu que lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige pour lequel l'autre ordre juridictionnel s'est déjà déclaré incompétent, eh bien ce juge saisi en second ne peut pas se déclarer incompétent. Il doit en revanche porter l'affaire devant le tribunal des conflits. Il s'agit ici de ce qu'on appelle une procédure de prévention du conflit négatif. Par ailleurs, depuis ce même décret, le tribunal des conflits peut être saisi en cas de difficulté sérieuse sur une question de compétence qui est soulevée soit par le juge judiciaire ou soit par le juge administratif. Ainsi, ici, la saisine du tribunal des conflits se fait en dehors de tout conflit puisqu'elle intervient lorsque l'un des 2 ordres de juridiction a un doute concernant sa compétence. Jusqu'à présent, seul le Conseil d'État et la Cour de cassation pouvaient d'ailleurs saisir le tribunal des conflits dans cette hypothèse. Mais la réforme de 2015 est venue élargir cette possibilité aux juridictions du fond. Ces 2 dernières procédures, issues du décret de 1960, sont celles qui sont en pratique principalement utilisées. En 2016, en effet, 32 affaires ont été enregistrées au greffe du tribunal des conflits et sur ces 32 affaires, on dénombre seulement 2 conflits positifs et aucun conflit négatif. En revanche, il y a sur ces 32 affaires 17 saisines au titre de la prévention du conflit négatif et 13 renvois au tribunal des conflits en raison d'un doute sérieux de la compétence soit du juge administratif ou soit du juge judiciaire. Pour terminer, il faut signaler 2 saisines particulières du tribunal des conflits en ce qu'elles le rendent juge du fond. D'abord, depuis une loi du 20 avril 1932, le tribunal peut être saisi pour juger une affaire lorsque les 2 ordres de juridiction se sont reconnus compétents et ont rendu des jugements contradictoires, qui conduisent donc à un déni de justice. Dans ce cas, le tribunal des conflits peut être saisi et se prononcera lui-même sur l'affaire.
En 2016, une affaire a été portée devant le tribunal des conflits sur ce fondement, mais elle n'a pas été accueillie puisque le tribunal des conflits a considéré que les deux juridictions n'avaient pas été saisies du même litige et que qu'en tout état de cause, les jugements n'apparaissaient pas contradictoires. L'arrêt est celui du 9 mai 2016, rendu donc par le tribunal des conflits. La deuxième hypothèse de juge du fond, c'est une hypothèse issue de la loi de 2015 qui a confié au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur les actions en responsabilité contre l'État en cas de durée excessive d'une procédure juridictionnelle qui s'est tenue à la fois devant le juge administratif et devant le juge judiciaire et éventuellement même devant le tribunal des conflits. Mais à ce jour, aucune décision n'a été rendue par le tribunal des conflits en la matière.